Ça devait arriver tôt ou tard, à la fin des 60s, au moment où tout le monde recherchait sans aucune exception une voiture rapide et agréable à regarder. Il fallait s'attendre à ce que même American Motors entre dans la danse. À côté des trois géants de Détroit, il y en avait un autre, American Motors. Le siège social d'AMC ne se trouvait même pas dans cette ville. Il était installé là-bas, à la limite du Middle West, à Kenosha, dans le Wisconsin. De ce fait, cette compagnie ne se sentait pas obligée de faire la même chose que les trois autres. American Motors ne se trouvait peut-être pas à Détroit, mais elle savait construire de belles automobiles et ils étaient malins. Cette compagnie connaissait bien ses clients. Elle avait fait son apparition à la fin de la Seconde Guerre mondiale en produisant des petites voitures économiques et fiables pour un prix restreint. Et c'est alors que le phénomène des muscle cars a éclaté. Soudain, toutes les lumières de l'industrie automobile se sont braquées sur une nouvelle fournée de petites bombes directement destinées au marché de jeunes conducteurs. En 1966, chaque constructeur présentait au moins 2 modèles de ce type dans ses salles d'exposition et poursuivait son travail dans cette voie. Mais là-bas, à Kenosha, American Motors construisait encore des voitures raisonnables pour des adultes sensés en estimant que cette folie n'était que passagère. En fait, ce n'était pas le cas. Au contraire, cette tendance s'amplifiait d'année en année et semblait ne jamais devoir s'arrêter. Certaines personnes au sein d'AMC mourraient d'envie de se jeter dans la bataille. Elles en avaient déjà eu un avant-goût en proposant quelques packs comme la Rebelle et la Marlin, qui malheureusement s'attachaient davantage aux lignes qu'à la performance. Mais en 1968, elles allaient donner naissance à une voiture située à des années-lumière de tout ce qu'American Motors avait pu produire jusqu'ici. Ce modèle allait être baptisé AMX. Il s'agissait des initiales d'American Motors Experimental. Et c'était incontestablement une véritable expérience. Heureusement pour les amateurs de muscle car, cette expérience tournait formidablement bien. La MX était purement et simplement une fusée. Son accélération en ligne droite était fabuleuse grâce à un moteur de 6380 cm3, à un empattement court et à une suspension qui lui offrait une tenue de route exceptionnelle. C'était également la seule biplace sportive produite en Amérique en dehors de la Corvette. Malheureusement, elle n'a jamais été produite en quantité suffisante pour que tout le monde puisse se l'offrir. D'un autre côté, cette faible production lui assure aujourd'hui un véritable statut de voiture de collection. Pour ses propriétaires, la AMX est l'une des voitures les plus importantes qui ait été construite. Ces amateurs d'AMX sont extrêmement fidèles à leur voiture et à AMC. Ces voitures étaient plus que compétitives sur le marché, c'étaient les meilleures. Elles avaient une ligne plus agréable et étaient au moins aussi rapides que n'importe quelle autre. La MX a permis à American Motors de se libérer de cette image de constructeur peu ambitieux et ces années-là allaient être les plus palpitantes de son histoire. Cette période l'était d'ailleurs pour toute l'industrie automobile et les amateurs de muscle car en général. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs petits constructeurs détenaient une bonne part du marché automobile américain. Cependant, au milieu des années 50, la plupart d'entre eux avaient déjà disparu, à l'exception d'American Motors. AMC avait sa propre conception des choses. Pour elle, il existait un marché pour les petites voitures économiques. Cette idée donnait de bons résultats. En effet, depuis plusieurs années, AMC vendait des modèles qui avaient à peine changé au fil des ans. Ses clients savaient exactement à quoi s'attendre avec leurs Ramblers, Classics et Ambassadors. Et ces voitures ne les décevaient pas. À la fin des années 50, AMC détenait quasiment un moment de marché, jusqu'à ce que 2 événements se produisent. Le premier fut l'arrivée de Volkswagen. Cette firme ne représentait pas grand-chose à l'époque, mais elle constituait déjà une menace pour la position dominante d'AMC et laissait entrevoir ce qui pourrait venir. Le second fut la récession qui toucha les États-Unis en 1958. Détroit baignait alors complètement dans les chromes et les ailerons, mais lorsque les acheteurs exigèrent de plus petites voitures, Ford, General Motors et Chrysler réagirent très vite.
En 2 ans, les 3 grands constructeurs produisirent une demi-douzaine de petites voitures aussi économiques que les Ramblers, mais avec une ligne plus jeune et plus dynamique. Ces voitures allaient s'emparer d'une grande partie du segment de marché jusque-là réservé à AMC. En 1963, AMC avait totalement perdu le contrôle de ce segment. En même temps, des modèles comme la Mustang et la GTO tiraient l'attention des acheteurs vers des voitures plus nerveuses, plus jeunes et nettement plus puissantes. Pour compenser ces pertes, AMC devait chercher à attirer une nouvelle vague d'acheteurs plus jeunes. Mais parvenir à ce qu'American Motors renonce à ses habitudes pour se plonger dans ses folles 60s n'allait pas. En l'absence d'un budget de développement conséquent, AMC a dû s'inspirer de modèles déjà existants. En 1965, cette compagnie présenta une voiture baptisée Marlin. Il s'agissait en fait d'une Rambler Ambassador sur laquelle on avait greffé un toit plongeant. Elle fut produite jusqu'en 1967, mais à cause de ses proportions et de son manque de performance, elle n'eut aucun succès. Cependant, la situation allait évoluer. Bientôt, une nouvelle direction allait reprendre les choses en main grâce à une arme secrète, Dick Tigg. Un designer capable d'offrir à cette compagnie le modèle dont elle avait tant besoin. Dans le service recherche et développement de Tigg, on pouvait découvrir, sur les planches à dessin, un nouveau modèle qui n'avait rien à voir avec la Rambler. Haillon et par un superbe montant arrière arqué. La grille du radiateur était placée en retrait. L'arrière était quant à lui raccourci. Le capot possédait 2 sculptures, enfin, le tout rondé sur des roues et des pneus larges. Richard Tigg avait un projet de 2 places. Au début de 1968, ils ont sorti la Javelin. Puis, au milieu de l'année 68, ils en ont sorti une version raccourcie. Elle était plus courte à cause de l'absence de la banquette arrière, et ils ont donné à ce modèle le nom d'AMX qui signifie American Motors Experimental. Tout le monde au sein de la direction d'AMC ne considérait pas la AMX ou les sportives en général comme une si bonne idée. Mais lorsque les revendeurs d'AMC ont vu cette voiture pour la première fois, ils ont explosé de joie et la décision fut définitivement prise. Pour la première fois de son histoire, American Motors construirait une voiture pour une personne célibataire et âgée de moins de 50 ans. À Kenosha, c'était une véritable révolution. La MX de 1968 a été présentée en milieu de saison, tout comme la Mustang 4 ans auparavant. Et comme la Mustang, cette nouvelle ligne a attiré tous les regards. La MX était une 2 places et elle était construite avec un empattement très court de 2,42 m. Ces 2 caractéristiques ont immédiatement classé la MX dans la catégorie des sportives. Cependant, par sa puissance à l'accélération, elle faisait incontestablement partie des muscle cars. Cette voiture était une véritable tueuse. Elle disposait d'un énorme couple. Pensez donc, elle était équipée d'un moteur de 6380 cm3. Elles étaient légères, dans les 1350 kg. Il y avait un bon rapport poids-puissance et c'est justement cela qui fait une bonne voiture muscle car. Le moteur de base de la MX était un V8 assez quelconque de 4750 cm3 développant 225 chevaux. Ce n'était certainement pas un moteur adapté à une muscle car. Tigg et ses collègues savaient qu'une voiture comme celle-ci méritait mieux. Ils ont donc également proposé 2 autres choix de motorisation à leur clientèle. Il y avait le moteur moyennement léger de 5600 cm3 développant 280 chevaux, et puis il y avait surtout celui de 6380 cm3 développant 315 chevaux. Ce dernier reprenait de nombreuses pièces haute performance que l'on retrouvait habituellement sur les moteurs spécialement conçus pour la compétition, comme par exemple un vilebrequin et des cames en acier forgé. Ces 315 chevaux à 4800 tours minute réveillaient les ardeurs, mais ce moteur disposait également d'un couple fabuleux. Avec un tel couple, la MX de 1393 kg ne manquait certainement pas de ressources. Cette petite voiture avait une accélération extraordinaire, ce qui était une grande satisfaction pour les amateurs d'AMC et une mauvaise surprise pour beaucoup de propriétaires de muscle cars qui croyaient pouvoir les battre à plate couture. Certains, lorsqu'ils voyaient une Rambler ou une métro 6 cylindres, leur criaient « Alors on y va ?» Celui qui se trouvait dans l'autre couloir découvrait alors ce qu'une Rambler est capable de faire.
Le moteur de 6380 chevaux est le principal central de la AMX Go Package. Cette liste d'options comprenait une suspension plus efficace, des freins à disque assistés, des pneus à bande rouge, un différentiel autobloquant, ainsi qu'un système de refroidissement très performant. Cette carrosserie, dessinée par Tighe, et tous ces équipements extrêmement performants ont permis à la AMX de connaître un succès instantané auprès des nouveaux conducteurs, c'est-à-dire la cible que le nouvel état-major d'AMC voulait toucher. À la fin de 1968, AMC a produit 6725 éditions limitées de cette petite voiture. La nouveauté du biplace et le fait qu'il soit distribué en si petit nombre explique que partout où la AMX allait, elle attirait les curieux. Le monde de la compétition a également fait l'objet de l'attention d'American Motors. Craig Breedlove établit 106 nouveaux records dans les domaines de la vitesse et de l'endurance avec 2 AMX aux couleurs des États-Unis en 1968. Autre preuve du succès de cette voiture, Playboy l'a choisie pour être la voiture officielle de sa Playmate de 68. En 1968 toujours, vous ne pouviez rien trouver de plus chic. En 1969, American Motors savait qu'elle disposait d'une voiture exceptionnelle. AMC aurait pu continuer à produire des voitures banales, mais lorsque cette firme a décidé d'entrer dans le secteur des voitures rapides, il ne lui a pas fallu longtemps pour rattraper tout son retard. Les AMX de 69 étaient quasiment les clones de celles de l'année 68, mais elles étaient en nombre si limité que peu de personnes ont eu l'occasion d'en voir une. La muscle car d'American Motors, que la plupart des gens découvraient cette année-là, était en fait un autre chef-d'œuvre du bureau d'études, la Javelin. La Javelin était la réponse d'American Motors à la Mustang. Elle était sortie au début de l'année 68, 6 mois avant la MX, et avait dépassé toutes les prévisions de vente dès sa première année avec 56 000 unités. La Javelin disposait d'un empattement de 2,72 m et était une véritable pony car 4 places. En 1969, vous pouviez commander votre Javelin avec les mêmes équipements, depuis les équipements intérieurs jusqu'aux motorisations et aux transmissions. Mais vous pouviez en outre transporter 2 amis supplémentaires. Dans la plus pure ligne d'American Motors, afin de limiter les coûts, la MX et la Javelin disposent en commun. La MX a hérité du capot, du pare-brise, des portières, du coffre et des pare-chocs de la Javelin. Pour cette raison, beaucoup de propriétaires de Javelin parlaient souvent de la MX comme d'une Javelin sans banquette arrière. La MX de 1968 avait été quelque peu critiquée dans la presse pour son intérieur assez rudimentaire. Alors, en 1969, AMC l'équipa d'un intérieur réellement digne d'une muscle car. On pouvait maintenant la commander avec de superbes sièges en cuir et des repose-têtes. Le tableau de bord était équipé d'un tachymètre de 8000 tours minute et d'un compteur de vitesse indiquant jusqu'à 220 km/h. Les voitures à boîte 4 vitesses disposaient d'un levier Hurst et les modèles à transmission automatique possédaient une console. Par ailleurs, certainement pour répondre à la suggestion d'un propriétaire du modèle 68, il y avait maintenant une poignée permettant aux passagers de s'accrocher lorsque le chauffeur voulait évaluer la puissance de sa machine. À présent, les adeptes du hot rod avaient adopté cette petite voiture et avaient découvert qu'un 6380 cm3 sur une voiture de 1390 kg présentait un bon rapport poids-puissance. Malheureusement, trouver des pièces haute performance pour le moteur d'une American Motors était nettement moins facile que pour un petit bloc de Chevrolet. American Motors a donc réagi en proposant le groupe d'options haute performance numéro 19. AMC avait une liste d'options après-vente spéciale baptisée Groupe 19. Ce nom vient du fait qu'il s'agissait du 19e chapitre du manuel des pièces détachées mécaniques comme la boîte de vitesse, les arbres à cam, enfin ce genre de choses. Grâce à ces très légères modifications, vous obteniez une très nette amélioration des performances. La MX possédait déjà une image tout à fait particulière parmi toutes les autres voitures américaines. Mais maintenant, AMC avait pris la décision de donner libre cours à son goût pour la couleur. Après s'être inspiré de ce qui se faisait chez Chrysler, la MX était proposée en 10 nouveaux coloris, y compris 3 teintes assez spéciales appelées le méchant vert et le grand méchant orange. Ces couleurs étaient bien plus qu'agressives, elles étaient rares. Seules 742 de ces AMX 69 ont été produites, mais avec les autres AMX vendus cette année-là, 1969 représentait une excellente année pour cette petite voiture.
Au moment de la sortie des modèles de l'année 1970, une fois encore, American Motors est arrivé avec une AMX très peu modifiée. Quelques petites retouches avaient été apportées au niveau de l'avant et de l'arrière et la voiture était abaissée sur toute sa longueur de 2,5 cm. Cependant, son profil était trop singulier pour être modifié. Et pour sa 3e année, la AMX est restée la seule concurrente de la Corvette sur le segment des biplaces. Toutefois, cette voiture se sentait à présent plus à son aise en compagnie de modèles comme la Mustang, Cobra Jet et la Camaro à gros bloc. Les deux motorisations proposées, en 1970 pour la AMX, étaient le formidable 6380 cm3 de 325 chevaux et un tout nouveau 5890 cm3 développant 280 chevaux. Le nouveau capot de la AMX était équipé d'élégantes entrées d'air qui permettaient de refroidir le moteur. Toutes les options du Go Package et les pièces haute performance du groupe 19 étaient encore disponibles et la AMX avait également reçu une toute nouvelle suspension avant destinée à améliorer sa tenue de route. Par ailleurs, l'autre pony car d'AMC, la Javelin, continuait à jouir d'un grand succès auprès des amateurs de muscle car et des pilotes de compétition. AMC avait loué les services de Roger Penske et Mark Donohue de chez Chevrolet afin d'engager la Javelin dans la compétition Trans-Am. À la fin de la saison, cette équipe avait réussi à remporter 3 courses et à décrocher plusieurs fois la seconde place. AMC en a également profité pour sortir une série spéciale cette année-là. La Javelin Mark Donohue, produite à 2500 unités. Et cette firme envisageait maintenant de participer à la compétition de 1971 avec des moyens renforcés. « 1970 fut la dernière année de production de la biplace, mais ce nom a toutefois survécu encore quelques années en devenant la désignation d'un pack d'options de la Javelin. En 3 ans, les nouveaux dirigeants d'American Motors avaient démontré tout leur savoir-faire avec la AMX. Ils avaient créé une automobile révolutionnaire, séduit tous les passionnés de muscle car, remporté des courses et redynamisé une compagnie qui en avait désespérément besoin. Mais une fois de plus, on allait encore jouer un mauvais tour à AMC. Les muscle cars devenaient la cible des associations luttant pour l'environnement et la sécurité. Ces voitures figuraient sur la liste noire de toutes les compagnies d'assurance et le prix de l'essence grimpait en flèche. Il n'y avait que de mauvaises nouvelles pour la AMX. Le coup fatal est arrivé lorsque le chiffre des ventes est descendu à seulement 4116 unités en 1970. Il n'y avait plus rien à faire. Même Dick Tigg ne pouvait plus convaincre les actionnaires de produire la biplace une année de plus. Il y eut malgré tout une bonne nouvelle. American Motors était enfin parvenu à remporter le championnat Trans-Am. La Javelin de Penske et Donohue avait remporté le titre en 1971 devant la Mustang après des années de tentatives infructueuses. Pendant les 4 années suivantes, AMX allait être l'option haut de gamme de la superbe petite Javelin qui avait si bien rempli sa mission durant les 3 ans passés dans l'ombre de la AMX. Les modifications apportées en 1971 au niveau des ailes avant et l'allongement de la voiture étaient tout à fait appropriées à ce badge AMX. Même s'il s'agissait d'une autre voiture, performance et image resteraient les points forts de la AMX. Pour 498 $ de plus, l'option AMX comprenait un nouveau bandeau en forme de T, une grille maillée, un spoiler sur le coffre, et une finition intérieure encore améliorée. Le moteur de base de la Javelin AMX était maintenant celui de 5890 cm3 de 345 chevaux à basse compression. Celui de 6380 cm3 avait été porté cette année-là à 6560 cm3 et constituait le moteur haut de gamme de la AMX. Mais à mesure que l'on avançait dans le temps, l'Amérique s'éloignait de plus en plus de ce type d'automobile. Les ressources d'AMC allaient maintenant servir à mettre au point des modèles différents et plus adaptés à leur temps comme la Gremlin et la Pacer. La MX avait été une voiture extrême, même pour les années 60, et elle était arrivée à un moment où il fallait l'être pour simplement se faire remarquer. Aujourd'hui, la MX reste l'un des muscle cars les plus rares. En fait, c'est cette qualité même qui explique pourquoi tant de gens l'apprécient.
J'ai connu ces voitures lorsque j'allais au lycée. Et c'est formidable de se rendre dans une exposition de voitures au volant d'un modèle aussi rare. Tout le monde possède une Camaro, une Mustang ou une Nova, mais je suis généralement le seul à me présenter avec une AMX. En venant ici, quelqu'un m'a demandé de quel Chevrolet il s'agissait. Et partout où vous allez, vous devez expliquer ce qu'est cette voiture. Et souvent, les gens restent abasourdis. Ce n'est certainement pas le genre de voiture que tout le monde possède. Nous nous rendons dans des expositions de voitures. Nous sommes allés à Columbus, dans l'Ohio, au Good Guys Road et au Custom Nationals. Sur 7000 voitures, il n'y avait que 2 AMX. Parmi les propriétaires actuels de muscle car, les amateurs d'AMX sont sans le moindre doute les plus fanatiques. J'ai eu des voitures gonflées pendant des années et je m'en suis éloigné pour passer à la voiture de série. Les voitures ont ensuite commencé à me manquer et j'ai donc décidé d'acheter une muscle car. Ayant déjà possédé une Javelin de 1970, je me suis dit que si je devais acheter une muscle car, ce serait en tout cas une AMC. Je l'ai achetée neuve en janvier 1969. J'ai été au repos pendant quelques mois et je l'ai alors vue chez un concessionnaire. Il fallait que je l'achète. Je me suis assis derrière le volant et je l'ai ramenée à la maison le jour suivant. Je l'ai toujours gardée. On est inséparables. J'ai acheté cette voiture à la fin de mes études à l'université. En fait, je l'ai achetée au début de 70, mais c'est une AMX de 69. J'étais fiancé à Barbara, c'est là, et elles sont encore là toutes les deux. Toutes les deux m'ont été fidèles. Je suis sûre qu'il aimerait que je reste aussi jeune qu'elle, mais bon, je suis toujours là. Nous avons fêté ses 25 ans et nous avons fêté la même année notre anniversaire de mariage. Je lui dis, et si on organisait une petite fête? Et il m'a demandé pourquoi? Et il y a eu beaucoup de monde et nous avons fait cela dans notre garage. C'était bien. L'histoire de la MX n'est pas vraiment l'histoire d'une voiture. C'est celle d'une firme automobile raisonnable qui, pendant une brève période, à la fin des 60s, a franchi toutes les limites pour produire l'une des voitures les plus étonnantes de cette époque. Merci de nous avoir suivis et surtout, ne les envoyez pas à la casse. Torrez-les.